téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale, une émission qui va porter spécialement sur notre sœur Mireille qui nous a quittés. Dans la vie, il y a des situations qui touchent une personne, il y a des situations qui touchent une communauté, qui touchent un pays, qui touchent un peuple et qui touchent une nation, je dirais même qui touchent le monde entier, et c'est exactement le cas. Ce soir, nous allons parler de Mireille. Mireille est née au Cameroun. Elle est arrivée au Canada. Elle est allée à l'hôpital. C'était le lundi le 1er mars. Et dimanche, le 7 mars, elle a lancé un appel à l'aide à travers une vidéo qu'elle a enregistrée avec son téléphone. Malheureusement, Mireille est décédée le mardi 9 mars à l'hôpital de Joliette. Et aujourd'hui, les circonstances nous ont permis de comprendre que la vie est très, très, très courte. Vendredi le 12, le bureau du coroner a ouvert une enquête à propos de cette situation. Cependant, Mireille a été envoyée, ou alors je dirais plus que le corps de Mireille, sa dépouille a quitté le Canada aujourd'hui, le 29 mars. Pour en parler et tirer un bilan, tirer les leçons qui devraient nous servir dans le futur, nous avons choisi d'inviter ses amis les plus proches, un membre de la famille, pour pouvoir vraiment comprendre notre première invitée, Madame Mouna Mingolet. Bonjour Mouna. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et j'aimerais tout simplement présenter la deuxième invitée, Madame Joséphine Djamgoué. Bonjour, Joséphine. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Bonjour, Madame Nina Bouquet. Bonjour à tous et très enchantée d'être ici aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Monsieur Nestor, bonjour. Bonsoir. Ici, chez nous, il est 20h. Je vous parle de Greenwich dans le Connecticut. Merci d'être avec nous malgré la distance. C'est un plaisir d'être là. Bonjour, Monsieur Wilfried. Oui, bonjour. Merci déjà pour l'invitation et je suis heureux d'être là. Merci. Merci infiniment. Bonjour, Monsieur Tef Chaleur. Bien. Le micro est coupé. Votre micro est coupé, Monsieur Tef. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Alors, je répète, je voulais dire merci de l'invitation. Bonsoir ou bonjour, ça dépend donc de ceux qui nous écoutent. Et merci pour cette invitation. Et voilà, quoi. Merci bien. Alors, pour commencer, je vais lancer ma première question et que la personne qui se sent la plus interpellée puisse répondre. Et ainsi, on va suivre le cours de toutes nos questions. La première question que j'aimerais vous poser très rapidement, c'était, partant de votre expérience, bien sûr, partant de vos liens avec Mireille, j'aimerais savoir cette tragédie, comment vous l'avez vécue? Je vais commencer par Nina. Comment vous avez vécu cette tragédie, Nina? Je ne sais pas si ça veut dire quand j'ai entendu la nouvelle ou bien comment je me suis sentie après. Oui, aujourd'hui, on parle d'un bilan, de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, date à laquelle notre sœur est partie du Canada pour le Cameroun. Comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez traversé? Vraiment, ça a été très difficile. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai entendu, en fait, quand j'ai vu sa vidéo, j'étais comme, mais honnêtement, est-ce que ce n'est pas un film nigérien qu'on a coupé puis on a lancé dans les réseaux sociaux pour nous faire, pour nous interpeller? Mais après, quand j'ai vu les vidéos live des différents amis, la PDG, Papa Canada et tous les membres de la communauté, j'étais comme, mais ça, c'est sérieux. Et ça m'a tellement bouleversée au fait. C'est la raison pour laquelle, depuis ce jour-là, je me suis dit, comment est-ce que je peux apporter un coup de main afin de réclamer la justice pour Mireille. Et directement, j'ai créé la plateforme
Justice pour Mireille, la plateforme Facebook, parce que ça, c'était ma façon d'apporter un soutien le plus rapidement possible, parce que tout le monde se posait la question, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je peux faire? Il fallait commencer quelque part, au fait. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place la plateforme Justice pour Mireille, pour qu'on puisse venir ensemble et puis voir ce qu'on peut faire pour réclamer la justice à notre sœur Mireille, parce que c'est elle aujourd'hui, ça peut être moi demain, ça peut être ma maman, ma sœur. Donc, je me suis mis à la place de Mireille. Donc, je ne sais pas si c'est ça que je peux dire pour l'instant, en fait. Ok, vous l'avez traversé avec beaucoup d'émotion. Merci pour cette page que vous avez créée avec toute l'équipe. Je tiens à rappeler que vous êtes tous ces invités, vous êtes des amis de Mireille, mais vous avez beaucoup manifesté et cette page a permis de médiatiser la situation de Mireille. J'aimerais ouvrir la question à tous les panélistes. Comment vous avez traversé, comment vous avez vécu cette tragédie? Vous pouvez prendre la parole et quand il n'y aura plus personne qui voudra répondre, je vais pouvoir passer à une autre question. OK. Moi, je vais parler. Merci. Tef Chala. J'ai suivi la nouvelle dans les réseaux sociaux. Quand tu parles d'amis de Mireille, il faut que je corrige ça. Plus ça se dit, plus on peut penser que c'est ça. Non. Moi, je ne connaissais pas Mireille de son vivant. Je ne l'ai jamais rencontrée de ma vie. Super. Je ne connaissais aucun membre de sa famille auparavant. J'ai juste été interpellé par le fait que une compatriote venant du même coin que moi pleurait et demandait, appelait au secours. Tef, moi, j'ai plus cherché à savoir si elle était, puisque nous parlons de la communauté camerounaise, puisque c'est de là qu'elle vient. On dit toujours, il faut savoir d'où tu viens, afin de savoir où tu t'en vas. Alors, j'ai plus cherché à savoir qu'est-ce qu'elle parlait comme langue. C'est de quel coin de la province du Cameroun elle venait. J'ai vu ma compatriote en train de crier au secours. Ça m'a pris et je suis venu. Je suis venu parce que les premières personnes, celles qui se sont rendues à l'hôpital pour faire ce premier cri de guerre, ont renforcé, n'est-ce pas, l'envie ici, mon envie d'y participer. Donc, je ne suis pas ici en qualité d'un ami de Mireille parce que je ne l'ai jamais connu. Merci de la rectification. Je suis ici en tant qu'un citoyen camerounais qui a vu sa sœur, sa compatriote en détresse sur un lit d'hôpital en train d'appeler. Voilà pourquoi je suis là. Merci beaucoup de la rectification. Maintenant, pourquoi je suis venu, je voulais vraiment, pourquoi je suis là jusqu'aujourd'hui, au dernier moment où elle est au Cameroun, elle est partie au Cameroun aujourd'hui, parce que pour moi, c'est plus jamais ça, que ça n'arrive pas à un Africain, beaucoup plus à un Cameroun. Je suis du Cameroun, il faut toujours savoir que je viens de là, avant de défendre le reste, je défends d'abord d'où je viens. Plus jamais ça a un ou une Camerounaise, plus jamais ça a un ou une Africaine, plus jamais ça a un Caraïbéen, à mes frères, cousins de l'Haïti, bref, plus jamais ça. L'être humain que nous sommes. Voilà, je m'arrête. Merci infiniment pour cette intervention. Plus jamais ça, c'est l'humanisme que vous avez en vous qui a pu pousser votre être à décrier cet état de fait. On va écouter une autre personne. Moi, je vais prendre la parole. C'est la PDG des bureaux. Je vais aller dans le même sens que Tef un peu. Mireille n'était pas mon amie. Et lorsque j'ai vu la vidéo circuler sur les réseaux sociaux, je savais que c'était une Camerounaise parce qu'elle a demandé au secours. Elle a crié, elle voulait que les Camerounais, que les Africains viennent à son secours. Ça m'a touchée et c'est la femme de Tef qui avait partagé. C'est la femme de Tef qui avait partagé. J'ai su que c'est la femme de Tef qui avait partagé. J'ai appelé Tef. J'ai dit que, mais gars, c'est comment, c'est encore quelle nouvelle ça? Il me dit vraiment, je ne sais pas. Il appelle sa femme, il me dit que, mais je suis en train de poser une question ici. Qu'est-ce que c'est comment, où est-ce que tu as pris l'information? C'est où la femme de Tef me fait savoir nous fait savoir parce que on était à trois, on était au téléphone. Elle dit qu'elle aussi, elle a vu une dame qui pleure et elle a partagé parce que ça saisit son cœur. De fil à aiguille, parce que moi, j'ai fait d'abord beaucoup de travail communautaire dans la communauté camerounaise et partout d'ailleurs. Quand on a dit de se présenter, je pense que c'est le moment pour moi de me présenter en tant que président d'un organisme humanitaire. Donc, c'était de mon ressort de sortir et de voir et d'investiguer pour voir qu'est-ce qui se passe. De fil à aiguille,
j'ai su que Mireille, parce qu'elle elle était vraiment toute défigurée, que Mireille était une amie des réseaux de femmes, parce que nous avons constitué un réseau de femmes ici à la Rive-Sud, des femmes entrepreneurs, des femmes qui se battent, des femmes ça peut être des ventes de produits. Donc, j'étais dans le même réseau que Mireille. Alors, c'est une de mes consoeurs, Sylvie, qui me dit, mais José, c'est de Mireille qu'on parle plus dans le groupe. Je dis, ah bon? Je dis, mais elle est méconnaissable. Elle me dit, oui, c'est Mireille. Je dis, OK. Je ne suis pas partie parce que c'était Mireille. Je suis sortie de ma maison parce que c'est un être humain. Je suis sortie de ma maison parce que c'était une sœur. Je suis sortie de ma maison parce que quand j'entendais ses propos, c'était impossible que je reste chez moi. Alors, je me suis rendue sur les lieux comme tous les Camerounais ont fait. Et depuis ce jour, j'ai décidé de m'approcher près de la famille pour pouvoir donner mon soutien. Mais comme par hasard, je me suis rendu compte que Mireille est la sœur de Christine, qui est le mari de Wilfried. Et je tiens à préciser ici que c'est le frère jumeau de Wilfried, qui est Cyril, qui me reçoit au Canada quand j'arrive, tout fraîchement du Cameroun. Donc, c'était vraiment un hasard du hasard du hasard. Donc, je me suis retrouvée dans cette histoire comme une humaniste, mais en même temps, comme j'ai toujours dit, le bien ne se perd pas. Ça concernait mon père Cyril et je me suis encore impliquée de plus belle. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci infiniment pour ça. Je pense que on ressent à travers les trois interventions qui viennent de passer que c'est vraiment le côté humain. Ce n'était pas le côté camerounais, c'était pas vraiment le patriotisme parce que personne ne mettait en avant ce point de patriote, mais surtout le point de l'humanité, l'humanisme. Alors, je vais écouter la prochaine intervention. Si on continue dans le même sens, moi, c'est Mouna Mingolet. Donc, oui, je suis camerounaise, mais avant même d'être camerounaise, je me sens plus citoyenne du monde. J'ai reçu la vidéo parce que je connaissais pas Mireille. Je ne l'ai pas connue. On pense au salon de coiffure parce que j'ai un commerce. On pense qu'elle est entrée dans le commerce à peu près 2 fois pour acheter des produits, donc des produits capillaires, mais c'était pas une cliente régulière, donc c'était pas quelqu'un qu'on connaissait. Et il faut dire aussi que quand on voyait la vidéo, elle était méconnaissable. Donc, moi, c'est une fois qu'elle est malheureusement décédée que j'ai vu sa photo et qu'on s'est dit, oh my God, mais on connaît cette dame-là, elle est déjà venue au salon à 2 reprises. Mais ce qui m'a interpellée, c'est quand la vidéo était très poignante. Donc, elle aurait été haïtienne, je serais sortie. Elle aurait été indienne, je serais probablement sortie. Parce que moi, ce qui venait me chercher, c'était une maman comme moi de 3 enfants. Donc, moi, j'ai 3 enfants. J'ai su par la suite qu'elle avait 3 enfants, elle aussi. Mais quand j'ai entendu, je ne veux pas mourir et laisser mes enfants, je vous mens pas, moi, je me suis carrément mise à pleurer. Je me suis demandé, my God, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'elle est? Et j'ai trouvé par la suite il y a un pamphlet qui circulait, c'était celui de Papa Canada qui mentionnait donc la manifestation et c'est de ce numéro-là que moi j'ai appelé pour dire bon écoute comment je peux aider, je veux faire quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas laisser comme ça. Donc c'est à ce moment-là que j'ai comme les autres que je me suis impliquée, que j'ai décidé de m'impliquer et comme on dit, j'aime souvent dire on a pris le bateau ensemble, on va débarquer ensemble, donc pour moi c'était jusqu'au bout, donc c'est pour ça qu'on est là ce soir aussi. Ben, merci beaucoup. Le dernier, je pense qu'on a encore M. Nestor et Wilfried qui vont intervenir, mais on ressent très rapidement que sans le vouloir, le lien, il y avait un lien, même si vous n'étiez pas des amis, mais il y avait quand même un petit lien entre vous créé par, mettons, le Seigneur, pour ceux qui y croient. Monsieur Nestor? Merci déjà. Une fois de plus, bonsoir, mesdames et messieurs. Je tiens aussi à préciser, comme les précédents orateurs, que je ne connaissais pas Mireille personnellement, mais c'est le côté humain qui m'a interpellé. Je suis Nestor Nana, je suis le promoteur de Nestor Nana l'humaniste, un plateau qui fait effectivement la promotion du respect des valeurs humaines et qui essaie de créer des conditions d'équilibre pour tous, tout en valorisant le potentiel humain. Je parle de ça tout le temps. Voilà donc
ce qui m'a poussé à m'intéresser au cas de Mireille, surtout que je l'ai vu dans son lit d'hôpital, en train d'interpeller la communauté, en train de pleurer, disant qu'on l'a injecté une pénicilline, malgré le fait qu'elle ait dit à l'hôpital qu'elle était allergique à cela. J'ai vu là un mépris, j'ai vu là un manque de respect et je ne suis pas resté indifférent. J'ai fait tout un live après la PDG des bureaux canadiens. J'ai interpellé mes amis qui vivent avec moi ici aux États-Unis. Je leur ai dit, voilà un cas qu'il faut regarder de près. Ce n'est pas un cas à ignorer. Et dans ma cervelle, c'était un décès de trop. Parce que depuis que le Covid a commencé, quand vous regardez les statistiques en Occident, les minorités meurent en catastrophe. Aux États-Unis, beaucoup de Noirs meurent. Je suis sûr que c'est la même chose au Canada et en Europe. Et donc, je m'étais dit qu'il fallait que je m'implique dans ce processus afin qu'ensemble, nous puissions être proactifs et non réactifs. Parce que ce qui s'est passé là est un événement que nous devons tout faire pour contrôler avec le temps qui va évoluer. Donc, voilà la raison de ma présence dans cette équipe. Exactement. C'est nécessaire que l'on puisse tirer des leçons et c'est l'une des raisons principales et je dirais même primordiales pour laquelle on est là. On va écouter Monsieur Wilfried, qui aujourd'hui, je pense, est le mieux placé, le plus proche de Mireille. Wilfried. Déjà, merci, j'étais très ému d'entendre chacun de vous prendre la parole et décrire exactement ce qu'elle a vécu, ce qu'il a vécu avec Mireille. Moi, ça m'a particulièrement beaucoup touché. Mireille, c'est ma belle-sœur. Je l'ai reçue ici avec ses 2 enfants. Donc, elle a vécu avec moi pendant 9 mois elle est venue, le Canada l'a plu, elle a eu vraiment un coup de cœur pour le Canada et elle a décidé d'y rester avec ses enfants. Donc, nous avons pris l'initiative de l'accompagner dans cette tâche-là. Et le moment était venu pour elle d'aller prendre sa maison. Donc, elle a pris sa maison avec ses 2 enfants. Donc, elle vivait seule avec ses 2 enfants. Donc, le plus grand, qui est Christian, est retourné en Allemagne parce qu'il avait des examens à finir là-bas. Et elle est restée ici avec le plus petit. Donc, cette situation a été très difficile pour nous, membres de la famille. Pourquoi? Parce que on n'avait pas du tout attendu cela. On n'avait pas du tout espéré cela. Et en plus de ça, je suis quelqu'un qui vit dans mon coin très calme, très tranquille. Je suis pas très connu. Mais cette situation m'a rendu populaire. C'était des coups de fil, c'était des médias, c'était la télévision, c'était beaucoup de choses qui se passaient. Et bien sûr, au départ, nous avons vraiment essayé d'être ouverts pour parler. Mais après un certain moment, je m'étais rendu compte que ça affectait la santé de ma femme parce que elle a pris d'un gros coup parce que le décès de sa sœur, en plus de ça, il fallait gérer les médias, il fallait gérer la situation, il fallait gérer le corps. Et dès qu'on a appris qu'elle n'était pas membre même du RPN, beaucoup de questions sont venues. Comment on va rapatrier le corps? Et du coup, son fils de 14 ans qui était là, qu'est-ce qu'on devait faire? Donc, c'est tout ça qui est venu en même temps. Donc, nous avons d'abord pris une première semaine de congé au travail. Après, on a continué avec une deuxième semaine. J'ai appelé mon patron, j'ai dit non, je peux pas rentrer. Et mon patron était très, très compréhensif, étant donné que ça passait aux médias et tout ceci. Il m'a accordé une deuxième semaine. Bon, il voulait même m'accorder une troisième semaine, mais moi-même, je voyais la charge de travail qui m'attendait là-bas, donc j'ai quand même repris la troisième semaine. Mais je dois dire que c'était des moments assez difficiles et assez pénibles. Mais je dois dire aussi que vraiment, je suis un chrétien et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. La mort de Mireille m'a permis de connaître des grands hommes. La mort de Mireille m'a permis de me rapprocher des personnes qui ont du cœur. La mort de Mireille m'a fait voir certaines personnes sensibles. Et ceci nous a beaucoup touchés en tant que membres de famille. Je disais tantôt, chaque personne a joué son rôle. On dirait qu'on était dans un puzzle où tous les pions étaient très importants. Voilà. Et puis, on n'a pas ressenti
on n'a pas ressenti, c'est vrai que c'était un peu difficile, mais la charge a été portée par tout le monde. Et à partir de là, la décision que ma femme et moi nous avons prise, c'est que nous ne souhaitons pas que cela se reproduise à une autre personne, surtout des races noires, même pas seulement des races noires, une autre personne, un autre être humain, mais nous nous sommes dit, nous allons porter secours, nous allons tendre la main au moment où il va falloir de l'aide. On y arrivera. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. On ressent à travers votre voix quand même encore beaucoup d'émotions. Cette émotion qui ne nous quitte pas toujours si facilement, ce qui fait que je vais rapidement enchaîner avec la deuxième question qui sera, je vais un peu plus diriger les questions pour qu'on puisse avancer un peu plus vite. Mais si je dirige vers une personne et qu'une autre personne veut répondre, ne vous gênez pas. J'aimerais m'adresser maintenant à Monsieur Teff. Teff Chalon, c'est que vous êtes un homme très, très éloquent. Vous avez beaucoup, comme tous ceux qui sont sur la table et tous ceux qui étaient dans le groupe et aussi toutes les communautés qui ont répondu présent à l'appel. Mais c'est à vous que ma question s'adresse. J'aimerais savoir quel est l'impact que vous croyez que le Code Mireille, moi j'appelle cette situation-là code. Je veux qu'on retienne ça comme étant quand on dit un Code Mireille, qu'on pense à la situation Mireille. Quel impact vous croyez que le Code Mireille a créé dans les différentes communautés au Canada et dans le monde? Alors, comme je vous le dis toujours, je prendrai toujours la parole en vous disant, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Alors, je commence toujours par vous dire que je suis Camerounais. Et en tant que Camerounais, l'impact de Mireille, c'est de comprendre 2 fois plus encore, même 4 ou 5 fois plus que le retour au pays natal est très important. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le retour au pays natal, c'est une structure mise en place qui permet à ce que si un Camerounais, une Camerounaise tombait dans le champ de guerre, comme j'aime bien dire, puisque nous sommes ici, nous sommes venus se chercher, que cette personne rentre dignement au Cameroun pour 90 sous seulement. Donc, il faut être il faut être sociable pour adhérer au RPN. Sociable, c'est comme José le disait tout à l'heure, les femmes de la rive sud. En fait, il faut être sociable dans un groupe pour appartenir au RPN. Voilà la première chose que c'est venu nous chercher. Tu as compris une famille qui te dit tout à l'heure qu'ils ont perdu tous leurs moyens quand ils ont su que leur sœur ne faisant pas partie, ça devenait encore plus difficile. Donc, on a eu 2 coups. Perdre notre sœur et se battre pour que le corps rentre dignement au Cameroun. Donc oui, pour ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant j'ouvre un peu plus la porte, ça devient africain. Ça veut dire que les communautés africaines doivent savoir que quand on a un coup comme celui-là, il n'appartient pas à un pays spécifiquement, il appartient à tout, aux Caraïbes, aux Antilles, à Haïti, aux Antillais. Comme je disais tout à l'heure, on doit se sentir là, et excusez-moi d'aller chercher la couleur de la peau, oui, parce que je suis noir. Il faut que la communauté africaine, la communauté black en général, se sente concernée quand un cas comme ça arrive à l'un de nous, que tout le monde sorte pour réclamer, parce que c'est aussi ça les politiques. Troisième point que ça m'amène à vous dire, c'est que le cas de Mireille spécifiquement parlant, ça m'amène à comprendre que l'être humain en général, que tu sois noir, blanc, jaune ou vert, quand tu t'en vas à l'hôpital, tu ne comptes pas sur ton téléphone cellulaire pour te faire soigner. Tu comptes sur l'infirmier, le docteur, bref, sur ceux qui ont juré honneur et fidélité de nous rendre cette santé quand on se retrouve à l'hôpital. Donc, le cas de Mireille pouvait arriver à un Québécois de souche, je sais pas, bref, à un Canadien, un Américain, un blanc, noir, jaune ou rouge, comme je viens de dire. On doit se sentir en sécurité à l'hôpital. Nous ne devons pas compter sur le téléphone pour appeler à l'aide. Et je vais donc maintenant impliquer les 3 petits points dans les 3 que j'ai développés. C'est que la communauté noire, en général, doit s'unir pour trouver les voies et moyens au niveau du juridique, pour aller chercher la bonne information, la vérité. La communauté noire en général, camerounaise en particulier, au niveau santé, ça veut dire les docteurs, les infirmiers, tout ce que nous avons dans notre communauté, doivent travailler en collaboration avec le côté juridique pour aller chercher la bonne information reliée ici à la famille. Quand je parle de les infirmiers, les docteurs, travaillant avec la famille, parce que c'est eux qui donnent l'autorisation que le juridique fasse son travail et que le dossier sorte. Et le 3e point, il est politique, ce que nous sommes en train de faire en ce moment. C'est que quand vous sortez, le politique est intéressé de savoir ce qui se passe.
Si vous ne sortez pas, le politique ne gagne rien pour nous et il ne parle pas de nous. Quand le politique est dehors, c'est parce que le monde est sorti. Nous sommes nombreux, 2, 3, 4, 5 000 personnes qui sont dehors. Le politique a son intérêt. Le lobby travaille avec, le lobby politique travaille donc avec la santé, avec le juridique, pour aller trouver les voies et moyens pour que ça n'arrive plus. Voilà ce que je peux dire là en ce moment. Et dernier cri, vraiment dernier cri pour ce point que tu m'as posé. Ce qui arrive chez le canard peut arriver chez la poule. Donc les gens camerounais ou africains, ne restez pas en pensant que ce qui est arrivé à Mireille, c'est pour elle. Ça peut arriver chez moi-même qui vous parle en ce moment et j'aurai besoin de vous. Merci bien. Je pense que tous les points que vous venez de soulever vont sûrement rentrer dans le développement de nos prochaines questions. Cependant, tout ce que vous avez dit est tellement important parce qu'il est capital de pouvoir savoir d'où on vient et pour pouvoir voir où on va. Et bien sûr, certainement, savoir que lorsqu'on lance un caillou, on doit le recevoir plus tard si on le lance en main. Alors, je vais aussi maintenant donner la parole à une dame que nous savons très engagée. Elle s'est présentée elle-même. Elle est toujours là où le besoin se trouve et elle accompagne, elle soutient toujours. J'aimerais qu'elle réponde aussi à cette question. Madame Josée, on sait que vous aussi, vous tirez beaucoup et vous accompagnez les gens qui en ont besoin. Alors, quelle est votre lecture des communautés, de la réaction des communautés par rapport à ce cas? Ben, si je vais prendre la réaction de la communauté par rapport à la situation de Mireille, je trouve que nous n'avons pas encore compris l'affaire. Nous n'avons pas encore compris le monde dans lequel nous vivons. Parce que, oui, les gens sont sortis, mais pour moi, je pense que la communauté n'est pas sortie à suffisance. Parce que le cas de Mireille, c'était pas avec une telle vidéo. Je ne comprends pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment un membre de la communauté a pu être aussi insensible. Comment un membre de la communauté n'a pas pu être à ce lieu du rendez-vous. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Oui, les gens sont sortis, mais je dis que nous ne sommes pas sortis à suffisance. Et selon vous, ce serait dû à quoi? Joséphine, on vous a perdu. On vous a perdu. C'est revenu, c'est bon? Oui, on vous entend maintenant. OK. Ce que je peux dire, c'est que la consolation que j'ai eue, moi particulièrement, c'est que j'ai compris que même si les Africains ne sont pas sortis suffisamment, on a eu d'autres supports. Par exemple, la communauté haïtienne était au rendez-vous. Je vais saluer comme ça Anastasia Marcelin, qui est la présidente de la Ligue des Noirs, nouvelle génération, qui s'est impliquée dans l'affaire Mireille, plus que certains gens de la communauté que je pensais que Mireille était plus proche d'eux. Cette dame a travaillé d'arrache-pied. Elle est allée toucher tous les gouvernements, elle est allée toucher tous les médias. Et ça, je pense que ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe vraiment le cœur. Et je vais aussi comme ça saluer l'intervention de M. Dubé, Carole Dubé, qui est le mari de Joyce, qui a aussi été victime parce que sa femme a été décédée dans les conditions un peu pareilles comme Mireille. Je vais un peu aller dans le cas de Joyce. Joyce, c'est la jeune dame qui s'est fait insulter par les infirmières pendant qu'elle avait besoin. Elle recevait des propos racistes. Alors, juste pour vous dire que je n'ai pas senti à suffisance l'implication de ma communauté africaine, mais on n'était pas seuls. Il y a les Haïtiens, il y a des Québécois. Je vais saluer aussi la mairesse qui était sur le terrain pour nous supporter. Ça fait chaud au cœur. Et je pense que c'est une leçon que nous
allons tirer, ce n'est pas seulement les autres qui devraient venir à notre secours. Si jamais cela arrive, il faudrait que nous-mêmes d'abord, nous soyons nombreux sur le terrain. Que si nous sommes sortis sans cette fois-ci, si jamais ça arrive, que la communauté sorte à suffisance. Parce qu'au Canada, je ne sais pas combien, seulement en termes de Camerounais, nous sommes. Donc, pour une manifestation comme ça, se retrouver à 200, pour moi, je dis ici à mon deux vision que c'est insuffisant. Merci. Et il est temps que le monde comprenne que la vie, comme a dit mon frère Tep, ce qui arrive chez le canard peut arriver, comme peut arriver chez la poule ou chez le je ne sais quoi, mais il pleut sur tous les toits. En Afrique, on dit il pleut sur tous les toits. Il a plu sur le toit de Mireille. Demain, il va pleuvoir sur le toit de la PDG. Vraiment, peuple canadien, peuple africain, soyons solidaires. Il n'y a rien de plus beau que la solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup. On ressent que vous traversez encore, vous avez encore cette lourdeur, cette émotion par rapport à cette situation et c'est tout à fait normal. Cependant, je pense que le cri, l'appel que vous venez de faire ne tombe pas dans les oreilles de sourds et que on aura certainement, je le crois, beaucoup plus de répondants lorsqu'il y aura d'autres situations. Ma prochaine question est tout à fait directe. Excuse-moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que Tef a dit avec Joséphine. OK. Concernant cette question. Oui. Ce que je souhaiterais dire, c'est que le nom Mireille aujourd'hui, c'est vraiment un code. Code Mireille, c'est ce que je disais. Mireille est sortie du lot. Mireille, c'est cette dame-là qui a vécu ce que beaucoup d'autres personnes vivent, mais qu'on ne voit pas. Et cela peut s'expliquer à travers les exemples que les familles ont témoignés durant la manifestation du 13 mars 2021. On a eu, par exemple, 3 personnes qui sont venues dire que leurs membres de famille étaient à ce même hôpital et qui ont été maltraités. Et à cause du mauvais traitement, ils ont perdu la vie. Donc, pour moi, le symbole Mireille aujourd'hui veut dire qu'il est temps que la communauté, que ce soit la communauté africaine, la communauté arabe, la communauté musulmane, parce qu'il est temps pour nous d'apprendre à dire, à prononcer les termes comme cela se doit. Nous représentons la minorité. Joyce, qui est décédée en octobre 2020 parce qu'elle a été... On a tous vu l'insulte que 2 employés de l'hôpital à Joliette prononçaient sur le lit d'hôpital. Ça veut dire que quoi? Les autochtones et la minorité visible au Canada, c'est une communauté assez... le traitement n'est pas égal. Je ne veux pas dire raciste, je ne veux pas dire qu'ils sont... on les traite comme... On les emploie du racisme. Je veux dire plutôt, ils ne sont pas traités de façon égale. Et lorsque je regarde les commentaires, par exemple, des gens qui montrent leur colère par rapport à ce que Mireille a traversé, je vois qu'ils viennent de l'Afrique, je vois qu'ils viennent de l'Europe, ils viennent de l'Amérique et tout, et tout, et tout. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que Mireille a vécu, ce que Joyce a vécu, toutes les minorités qui se trouvent dans des pays où il y a la suprématie, je veux dire suprématie blanche. Ça veut dire que la population blanche est plus nombreuse que la population de ces minorités-là. Donc, ce qui inclut que il est temps pour nous de sortir du silence. Et comme Joyce l'a dit, pardon, et comme la PDG l'a dit tout à l'heure, ce qui est arrivé à Mireille devait nous pousser à sortir de façon massive le 13 mars, de façon massive le 28 mars pendant les funérailles de Mireille pour montrer notre ras-bol. Donc, ce que je vais conclure, c'est que le symbole Mireille, c'est une occasion pour nous de dire non à ce que nous vivons au quotidien en tant que minorité au Canada, en tant que minorité en Europe et partout ailleurs. Donc, du coup, on ne doit pas seulement se limiter sur la manifestation qu'on a eue et sur les funérailles de Mireille et puis clôturer l'affaire. Nous devons trouver des programmes ou bien un service
ou bien même, comment je peux même dire, même, on dit ça comment en français, même une application qui va permettre aux personnes d'indiquer que je suis à tel niveau, un supermarché, je suis à l'hôpital, voici comment on me traite, voici mes preuves, voici les photos, voici ce que la personne m'a dit. Il faut qu'on trouve quelque chose qui va permettre que, et cela vient du fait que l'histoire de Mireille ici, c'est une occasion pour nous de savoir que, vu que tout le monde entier est au courant de ce que Mireille a vécu, vu que tout le gouvernement est au courant, ça sera crédible pour nous de créer un service, de créer un programme, de créer une application qui va permettre aux gens de témoigner de façon anonyme même, avec les preuves que voilà ce que je suis en train de vivre dans un supermarché, dans un lieu d'hôpital, pas pour attendre que quelqu'un est en train de mourir et à 2 jours de sa mort, tant qu'on soit pour aller secourir la personne. Donc pour moi, vraiment, le code de Mireille, c'est une occasion pour nous de presser sur le bouton et de dire stop à jamais au fait, à travers des initiatives que nous devons mettre en place pour vraiment empêcher cela dans le futur. C'est ça ma remarque. Parfait. Je comprends que vous ayez vraiment beaucoup à dire. Cependant, on va quand même essayer d'être un peu plus concis pour pouvoir aborder toutes les autres questions. Je comprends très bien le point. Et d'ailleurs, avant la fin de cette émission, je crois très bien qu'on va pouvoir avoir peut-être une solution selon les informations que nous avons reçues. Je tiens à rappeler à ceux qui nous rejoignent et je remercie tous les téléspectateurs qui sont connectés avec nous actuellement et qui écoutent. Nous parlons de Mireille Ndiomo qui est décédée il y a quelques jours et qui, son corps, sa dépouille est retournée au Cameroun aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous essayons de faire un petit bilan, de comprendre ce qui s'est passé et tirer des conclusions et des leçons. Merci à vous d'être connectés. Vous pouvez interagir en envoyant des commentaires. Merci à tous les médias qui ont intervenu et qui ont médiatisé. Je pense à MIF, à Tro Radio, à Radio-Canada. Si j'en oublie, désolé. Je dis merci au nom de la famille Mireille. Ma prochaine question s'adresse directement à Mouna Ningolé. Mouna, on vous a vu aussi très active pour ce cas. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez, selon vous, parce que lors de notre entrevue que Diaspora Interaction, le média de la diversité, qu'on a eu avec le ministre de la lutte contre le racisme, il nous a dit beaucoup de choses et nous avons abordé le cas de Madame Mireille Ndiomo. Et selon ses réponses, je me permets de vous poser cette question. Est-ce que selon vous, il y a une forme de discrimination, dans le dossier de Mireille? Bien, c'est sûr que, comme on le dit depuis le début, on l'a dit plusieurs fois aux médias, on sait qu'il y a une enquête en cours, donc on demeure prudent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on énonce. Par contre, moi, particulièrement, avec mon background de communication, j'ai essayé de regarder tout ce qui se passait dans les médias, tous les cas qui avaient eu lieu, qui étaient reliés à des hôpitaux, surtout les cas reliés aux hôpitaux. Et il y a un cas, en l'occurrence, qui m'a vraiment ému. C'est celui du Dr. Susan Moore, qui est un médecin aux États-Unis qui est décédé malheureusement dans des conditions un peu similaires au cas de Mireille dans un hôpital. Et elle le dit carrément. Si vous allez sur YouTube, vous allez la trouver. C'est Dr. Susan Moore. Elle est passée à CNN et tout. Alors, elle a été, elle, discriminée. Et c'était pas, personne ne l'a insultée. On ne lui a pas dit qu'elle était black ou quoi que ce soit. On disait, vous autres, vous demandez des médicaments. Elle aussi, elle avait une condition où elle avait une allergie. Elle a mentionné qu'elle avait une allergie. On ne l'a pas écoutée, malgré qu'elle était médecin. Et l'une des choses qui est venue me chercher dans son récit, parce qu'elle s'est enregistrée, elle aussi, elle a fait un petit live, elle a fait quelques lives sur Facebook pour expliquer ce qui lui était arrivé, comment est-ce qu'on lui avait pas donné d'oxygène, comment on l'avait maltraitée à l'hôpital. Elle avait demandé un transfert, elle aussi, un changement d'hôpital qui ne lui avait pas été accordé. En tout cas, il y avait énormément de similitudes. Alors, ce qu'on remarque, c'est que un peu comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'on soit au Canada ou ailleurs, il y a quand même des choses à adresser. Et je suis bien contente d'avoir entendu le nouveau ministre mentionner qu'il regardait ce qui se passait dans les réseaux sociaux, qu'il voulait s'asseoir pour trouver des solutions, parce que effectivement, il faut qu'on aille trouver, il faut qu'on trouve où mettre un pansement.
pour arrêter l'hémorragie, parce que l'hémorragie n'est pas juste dans les milieux, c'est pas juste dans le milieu hospitalier. Moi, je dis il y a une discrimination au niveau financier, il y a une discrimination au niveau du travail, il y a une discrimination je vais parler pour nous les artistes, c'est un peu la même chose. Nos bourses de musique musique du monde, comme ils aiment l'appeler, comme on l'appelle ici, ont été réduites de beaucoup, mais personne n'en parle. Pourtant, je me dis, si je suis ici, que j'évolue ici, que je paye mes impôts comme tout le monde, je devrais, comme tous les autres artistes, mes pairs, avoir droit aussi au même type de subvention. Alors, ça se retrouve à plusieurs niveaux et je dis, il faut vraiment adresser la cause. Donc, alors, en allant chercher un peu plus loin, j'espère vraiment que le rapport du coroner va le mentionner, que le rapport du coroner va aller plus loin dans ses recherches et faire vraiment je sais pas, comment dire, peut-être des surveys, comment on dit ça, des études de cas pour aller voir qu'est-ce qui se passe réellement auprès des populations racisées. On parle énormément des policiers qui suivent les Noirs parce qu'ils ont de belles voitures, qui les interpellent, mais il n'y a pas juste ça. Faut pas qu'on se limite à ça. Il y a vraiment un problème de société. Et personnellement, moi, ce qui est venu me chercher, c'est que je me suis dit, je ne voudrais pas que mes enfants, demain après-demain, se fassent interpeller de la même façon. Et c'est la même chose pour les vôtres. Ben, absolument, c'est certain que on n'aimerait pas que ça se répète. Cependant, je pense que je me permets de m'appuyer toujours sur cette entrevue que nous avons eue au nom de toute la communauté, au nom du monde entier, bien sûr, avec le ministre de la lutte contre le racisme, M. Benoît Charette. Je m'appuie sur ces mots qui a dit, dès l'instant, il a donné sa parole, dès l'instant où il y aura preuve qu'il y a eu un petit manquement, il sera le premier à sévir. Donc, il y aura des décisions qui vont être prises. Je vais adresser ma question. Vous voulez répondre? Oui, j'allais juste mentionner, je suis bien contente qu'il l'ait dit parce que pas plus tard qu'une semaine après l'incident de Mireille, j'ai moi-même l'une de mes clientes qui a vécu un événement presque similaire, encore une fois à l'hôpital Charlemagne. Et elle a dû quitter cet hôpital-là pour aller se faire soigner ailleurs où elle a été opérée d'urgence alors que à le Charlemagne, on n'était pas en train de la regarder. Et il y a eu une situation vraiment où, dans son cas, on peut vraiment mettre le point dessus et dire que c'est du racisme. Donc, encore une fois, je vous mentionne, il faut qu'on aille au-delà de ça, il faut qu'on aille chercher vraiment des solutions. Alors, le ministre, il va être bien occupé. Espérons qu'il sera très, très bien occupé. Je sens que Tef, il veut prendre la parole, mais on va donner la parole d'abord à Nestor et ensuite, si quiconque veut prendre la parole, vous pouvez. Essayons juste d'être bref pour pouvoir laisser d'autres parler, s'il vous plaît. Monsieur Nestor, vous voulez dire quelque chose? Oui, non, je voulais surtout revenir sur le Code Mireille. Le Code Mireille a réveillé ce qu'on appelle l'humanisme. Le Code Mireille nous laisse avec la nécessité de revendiquer, de proclamer notre humanisme et celui des autres. Elle nous laisse avec l'humilité, la solidarité, le respect, l'inclusion, l'esprit d'équipe, la dignité. C'est ce que j'ai vu manifester sur le terrain. Et mon souhait, c'est que nous puissions tenir ce code au sérieux parce qu'il est question de minimiser tous ces écarts qui sont en train d'être décrits. Ces écarts que nous venons d'entendre de mes prédécesseurs. C'est tout ce que j'ai. Est-ce que le frère de la... j'ai une question pour le frère de la famille tout à l'heure. Je vais laisser une autre personne intervenir. Madame Njongwe, vous voulez parler? Non, je laisse la parole à ceux qui... Je pense que j'ai assez monopolisé la parole. Vu qu'il n'y a personne qui prend la parole, peut-être je vais passer à la prochaine question. Est-ce que quelqu'un voulait prendre la parole sur ce point, sur cette question? Non, je ne pense plus. Alors, ma prochaine question. Monsieur Wilfried, vous êtes actuellement représentant de la famille sur cette table, dans ce panel. Et on sait très bien tout ce qui s'est passé. J'aimerais vous poser une question directe. Qu'est-ce que vous attendez de l'enquête du coroner? Ce que nous attendons... Et je vais en rajouter 2 ou 3 qui vont vous permettre de faire une seule phrase pour en terminer. Qu'est-ce que vous attendez de l'enquête du coroner? Et est-ce que vous comptez vous satisfaire de son résultat ou de la décision?
Et c'est ça. Vis-à-vis du gouvernement. Et en ce qui concerne, donc, la prochaine question, je vais la poser plutôt à M. Teff. Je vous écoute. Ben, une chose est sûre et certaine, la première chose que nous attendons, c'est la vérité. Le slogan Justice pour Mireille a retenti très très fort, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les meetings, ça retentit très très fort. Justice pour Mireille. Donc la première chose que nous attendons, c'est que la justice soit faite, que la vérité soit faite. Donc ça, c'est la première des choses. Bon, en ce qui concerne toute autre chose après, est-ce que nous allons nous satisfaire de la réponse du coroner? Mais c'est sûr que nous, vu toutes les déclarations que vous avez faites sur ce plateau, la déclaration du ministre, la déclaration des intervenants, je crois que cette affaire est montée assez haut pour que la lumière soit faite. Et nous croyons que la lumière va être faite et, et la vérité va triompher. C'est ce que nous pensons. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait répondre à cette question? Je ne pense donc pas. Alors, ma prochaine question va s'adresser en tout cas à quiconque, mais je préfère l'adresser tout d'abord à M. Teff. Monsieur Teff, Oui. Vis-à-vis du gouvernement canadien au Camerounais, par rapport à cette situation, est-ce que les attentes, selon vous, est-ce que vos attentes ont été satisfaites? Est-ce que ça a été? Si ça n'a pas été, qu'est-ce qui aurait pu encore être fait? Alors, avant de demander, c'est un artiste camerounais que j'aime beaucoup, qui n'est pas de ma génération, que j'ai eu l'honneur de recevoir au Canada, Toto Guillaume, qui disait que avant de demander le droit d'auteur, il faut faire le devoir de l'auteur. Alors, il faut, avant que je demande au gouvernement canadien ou québécois, je me dois de faire d'abord mon devoir à moi. Mon devoir à moi, c'est comme disait le frère qui est aux États-Unis, c'est de sortir le monde au maximum. Quand vous pesez dans la balance, on peut vous prendre en considération. Si nous ne pesons pas dans la balance, monsieur le ministre peut venir nous dire ce qu'il veut, parce que nous ne pesons pas dans la balance. Je ne dis pas que je minimise sa réponse, quoi que ce soit, je reste sur les rails comme j'ai l'habitude de dire. Mais je dis que, je prends un exemple, vous êtes 5 à réclamer quelque chose, nous sommes 400 à réclamer une autre chose, on va vous dire à vous les 5, attendez d'abord, on va aller s'occuper des 400 personnes. Donc, nous devons commencer pour que justice pour Mireille soit, je vous le dis, il faut que la communauté africaine ou camerounaise, si vous voulez, moi je n'oublie jamais d'où je sors. Même si je demande aux autres de venir en aide parce que je viendrai à mon tour en aide aux autres. Si les savants, c'est comme ça que je les appelle, ceux qui sont dans la loi, dans le juridique, font leur travail, ceux qui sont dans la santé font leur travail, nous autres, ce que vous faites avec moi en ce moment, nous sommes sur votre plateau, mais c'est politique. On parle, les gens nous écoutent. Si le politique pèse, alors, monsieur le ministre, que tu as eu l'honneur de recevoir sur ton plateau, va comprendre. Mais si nous sommes deux à dire justice pour Mireille, il ne voit pas. Il va nous dire que le coroner a dit que basta. Donc, commençons par se réunir avec les lobbies qu'il faut pour continuer à demander justice pour que le coroner, je crois, je ne mets pas en doute ici ce qu'il va faire. Mais tu me demandes, est-ce que je vais accepter tout de suite ce que le coroner va faire? Et heureusement, ce n'est pas ma décision qui compte. Moi, je dis qu'il faudra les miens impliquer pour que je puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que je vais croire, dès que le coroner me dit c'est ça, je dis non, moi non. Il faudra un peu plus pour que je l'accepte. Je parle de moi. Il faudra que les miens soient impliqués dans la chose, que les miens... Je vous le jure, là, je suis rassuré qu'il y a cette communauté qui est impliquée avec les décisions de justice ou du coroner parce qu'ils connaissent le même boulot que vous et qui vient me dire, Teff, laisse faire. Moi-même, j'ai vu l'affaire, là. You know, get it. Je m'arrête là. Madame Djamboué, PDG. En tout cas, pour ma part, si... moi, je vais revenir encore sur la décision du coroner.
Moi, je pense que moi, je ne suis pas une personne qui fait la langue de bois. J'ai toujours su dire ce que je ressens. Je ne pense pas qu'on va nous dire n'importe quoi. Pour ma part, je pense que je n'accepterai pas. Parce qu'on a besoin qu'on ne vienne pas nous dire n'importe quoi. Et pour ça, je pense que je serais capable de mobiliser encore une troupe si jamais nous ne sommes pas satisfaits de ce que le coroner va venir nous présenter. Parce qu'on s'entend tous. Si on se fie à ce que Mireille a dit de son vivant, en partant, en quittant cette terre, il ne faut pas que le monde vienne nous raconter vienne nous raconter totalement le contraire. Ça, je pense que c'est une pilule que je ne vais pas accepter. Ce n'est pas une pilule que je vais accepter facilement. Madame PDG, je vais rapidement, en toute neutralité, vous demander, vous dites, si le coroner vous dit ce que vous ne voulez pas entendre, alors si le coroner vous dit, oui, il y avait un problème, est-ce que vous serez d'accord? Vous serez contente? Ben, si ça va dans le, oui, s'il y avait un problème qui va dans la vérité, on va être content, mais on ne va pas être totalement content, mais on va quand même dire, ouf, justice a été faite. Je pense que dans cette histoire, c'est la science qui va sûrement parler. On va attendre le résultat du coroner avec toutes les explications et toutes les preuves. Je pense que même après le résultat du coroner, il y a toujours possibilité de faire appel avec d'autres coroners. Donc, on va garder ça en tête et Diaspora Interaction, on va garder l'œil dessus pour vous fournir toutes les informations nécessaires. Alors, est-ce que quelqu'un voulait répondre à une des questions qui sont passées jusqu'à présent? Moi, le seul petit point que j'aurais aimé compléter, en fait, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut parler après moi. Quand vous demandez si on serait satisfait ou pas, j'ose croire que le coroner va dire la vérité. Yes. J'ai vraiment grand espoir Absolument. Que ce sera un rapport véridique. Maintenant, quelle que soit la réponse, étant donné les circonstances de ce que nous vivons en tant que, je vais dire, personne racisée, même si je n'aime pas vraiment ce terme-là, c'est que je pense que quand on dit justice pour Mireille, ça ouvre encore d'autres portes. Donc, quelle que soit la réponse du coroner, en mon sens, c'est simplement une porte d'entrée pour autre chose. Donc, c'est ce que je crois. OK, parfait. J'ai bien dit en toute neutralité, je fais mon travail de journaliste, je pose des questions qui peuvent être posées par n'importe qui. Tout à fait, on ne vous en veut pas. C'est mon devoir. Donc, alors, est-ce que vous avez une autre réponse? Quelqu'un veut répondre avant que je passe à la prochaine question? Oui, s'il vous plaît. Je voulais préciser que le cas de Mireille est un cas mondial. Il y a eu des remue-ménages partout, sur tous les continents. En Asie, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Donc, quel que soit l'individu qui tient sur le chien en main, qu'il sache qu'il n'y aura pas de tricherie. Puisque nous connaissons la vérité, elle nous a servi la vérité avant de partir. Et nous avons la preuve matérielle, le transfert de sa personne d'un hôpital à un autre. Comment est-ce que le conditionnement a été fait pour qu'elle aille mourir tout de suite? On ne joue pas avec une vie. Justice sera faite, sinon nous allons nous exprimer. C'est là où on ne négocie pas. Oui, parce que Mireille a laissé un testament. Comme je l'ai dit, je suis certain, je pense que la science va parler et toutes les preuves seront faites. C'est un dossier qui est complètement international, comme je l'ai dit au début de l'émission. C'est un code, c'est le code Mireille et avec un code, je crois qu'on ne joue pas. Voilà. Ma prochaine question. Selon vous, messieurs, je n'ai pas entendu monsieur Wilfried sur cette question-là. Oui. Est-ce que vous vouliez répondre ou bien on passe à... J'étais le premier à répondre, je pense. OK. Alors, ma prochaine question, monsieur Wilfried, va être... ma prochaine question s'adresse tout simplement, cette fois-ci encore, à monsieur Teff. Monsieur Teff, quel symbole est-ce que vous souhaitez que ce décès laisse dans l'esprit du monde entier? Que l'homme est égal à l'autre. Le symbole est simple. L'homme est égal à l'autre. Quand on s'en va à l'hôpital, on ne regarde pas la couleur de la peau, on regarde l'être humain, on lui donne les soins. Comme on donne X, on donnera le même soin à Z.
et que, vraiment, et que le politique ne nous joue pas politique, que la vérité soit. Ça veut dire, je prends un exemple là, Mouna vient de déclarer ici que quelqu'un est venu dans son salon de coiffure qui a été, malgré qu'on était là il y a quelques jours, a suivi les mêmes, il a fallu qu'elle court parce que sinon elle partait. Donc, que cet hôpital-là, qu'on s'occupe un peu de cet hôpital-là, ok? Parce que c'est un cri, mon frère des États-Unis vous le dit là, c'est général, c'est partout dans le monde. À un moment donné, il faut quand même avoir un peu honte. Quand les gens crient la même douleur dans le même endroit, allez quand même regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, que personne ne soit plus considéré dans un hôpital en fonction de sa couleur. C'est en fonction, c'est l'être humain qui est devant toi. Tu fais ton travail pour lequel tu as juré. Si tu ne peux pas, tu dis la vérité, rien que la vérité sur le dossier. Voilà. Merci. Alors, je pense qu'il doit y avoir sûrement d'autres réactions par rapport à la question. Oui, je peux ajouter sur ce que bien sûr, allez-y. A dit. Je voulais ajouter que tu sois fille ou garçon, chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Donc, on ne négocie pas le respect. Le respect de l'humanisme ne doit plus se négocier et à partir de maintenant, en avançant, nous allons devoir mettre sur pied une équipe pour revendiquer l'humanisme des uns et des autres. Ça n'a rien à voir avec la tribu, ton pays, c'est pas voir la couleur de ta peau. Chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Point final. Et si certains pensent qu'ils doivent regarder les autres comme des animaux ou moins que des humains, ils vont aller le faire en prison. Dans leur esprit, en prison. Il n'y aura pas de pitié. C'est tout ce que je voulais ajouter là. OK. En fait, j'aime souvent dire la seule couleur qui nous différencierait, c'est la couleur de notre sang. Alors, tant que le sang a la même couleur, on est tous égaux. C'est ça. Super. Alors, par rapport à ce sujet, j'ai juste un seul mot, santé pour tous. Voilà. Et voilà. La santé pour tous. On va certainement attendre impatiemment et on va tendre l'oreille pour pouvoir avoir les bonnes informations par rapport au résultat du coroner afin que, bien sûr, cette justice qui a été réclamée depuis par Mireille depuis son lit d'hôpital, je pense que cette justice devrait être faite à travers le résultat du coroner que tout le monde attend. Ma prochaine question, c'est l'une des questions phares de cette émission. Ce sont les leçons à tirer. Chacun va prendre au moins 1 minute, maximum 2, pour nous dire un tout petit peu quelles sont les leçons qu'on doit tirer vraiment de cette tragédie-là. On va commencer par notre chère Nina. Nina Bouquet. OK, merci pour la question. 1 minute, maximum 2, pas plus, s'il vous plaît. Quelles sont les leçons à tirer de cette tragédie? Quelles sont les leçons que vous tirez? OK. Ou alors un conseil aux autres? Ce que je veux tirer comme conseil, c'est que ce qui est arrivé à Mireille ne doit pas être quelque chose de surprenant parce que cela date de 400 ans lors de la traite négrière où on nous a achetés en Afrique, amenés ici. Et depuis lors, on a travaillé dans les champs ici, on a travaillé dans des maisons comme le domestique et tout et tout. Donc, du coup, dans une société comme une société canadienne qui est bien que développée, mais qu'au XXIe siècle, on continue de vivre des scènes comme si on vivait au temps de l'esclavage, de la colonisation et tout. Pour moi, je veux dire que on doit connaître à s'imposer au fait. Il faut savoir réclamer son respect. Parce que si tu ne peux pas respecter, les choses vont t'arriver. Tu vas te dire non, c'est parce que je suis inutile, je suis un être pas comme les autres. Donc pour moi, le peuple africain, je parle africaine, même comme je suis une citoyenne du monde, le peuple africain doit savoir s'imposer. Tu dois savoir t'imposer
à travers des initiatives. Il ne faut pas toujours dépendre des autres. Les autres ont construit, les autres nous emploient, les autres font ceci. On a toujours la même tendue. Il est temps que nous aussi, on crée des choses pour que les autres viennent chez nous. Quand je dis viens chez nous, ça veut dire viens vers nous autant pour moi. Parce que viens chez nous, ça fait comme si viens en Afrique. Non. Viens vers nous pour dire, OK, ce que vous avez créé là, moi, je vais aussi utiliser ça, je vais faire comme ça. En ce moment-là, il y aura un respect mutuel. Tant que les enfants qu'on éduque ici, en les apprenant que 400 ans, on est parti en Afrique, on a amené les gens ici, ils étaient noirs. Un petit enfant ne te trouve pas comme quelqu'un égal, un petit enfant blanc, parce que ses parents lui ont appris que toi, tu as toujours été un esclave. Donc, pour moi, ce qu'on doit tirer, c'est que notre communauté, nous devons nous imposer à travers des initiatives. Nous devons créer nos propres structures pour qu'on apprenne à nous respecter. Dès lors, des choses comme ce qui est arrivé à Mireille, ce qui est arrivé à Joyce ne vont plus se répéter. Donc, ça, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Plus de 2 minutes. Merci, Nina. Oh mon Dieu. Alors, on va tester le timing de Mouna Mingole. Bravo. Ben, en fait, je pense que la leçon à tirer, c'est, je crois qu'on a un grand besoin dans la communauté de la connaissance de nos droits en tant qu'humains et en tant que participants à cette société. Parce que je crois que et ou en plus également d'avoir des structures qui nous permettent tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'une application, ça pourrait être un groupe de soutien ou quoi que ce soit qui nous accompagne aux besoins, mais il faut déjà, en partant, qu'on connaisse nos droits. C'est-à-dire que quand je me fais interpeller, que ce soit par un policier ou quoi, je dois savoir s'il a le droit de m'interpeller de la sorte, mais je dois également me sentir en sécurité pour pouvoir dire à la personne que non, excusez-moi, vous êtes en train de bafouer mes droits. C'est la même chose si je me présente dans un supermarché ou dans un hôpital. Donc, je crois encore une fois qu'il va falloir qu'on s'assoie en tant que société, peut-être black et même, pas juste black, parce qu'en fait, de société de personnes racisées pour essayer de trouver ensemble des solutions pour qu'enfin nous soyons bien dans ce pays et dans tous ces autres pays un peu partout sur le globe, en fait. Oui, je suis… Moins de 2 minutes? Ça fait moins de 2 minutes, ça c'est pas mal, c'est très apprécié. Je suis tout à fait d'accord. Cependant, le monde entier ne peut pas s'asseoir ensemble. Je pense qu'il faut que chacun, comme le disait, je pense c'est Martin Luther King, il faut que chacun essaye déjà de faire quelque chose en attendant que d'autres puissent apporter leur contribution. Je vais m'adresser maintenant à Madame PDG. Moi? Oui, vous. Il y a deux PDG ici. Je n'avais pas écouté. Bon, mais merci pour cette question. Maximum 2 minutes. Je pense que c'est cette question qui va aussi déterminer la suite du travail que nous avons abattu. Et moi, je vais appuyer 3 points. Le premier point, c'est le point que Nina a évoqué. Il faut être une communauté forte. Aujourd'hui, on parle de l'hôpital juif. Je pense que si un jour, nous, en tant que communauté noire, on dit hôpital, je ne sais pas quoi, hôpital avec un nom qui a référence à nous. Hôpital le noir. Non, Thomas Sankara. Je pense que ça commencerait déjà à faire quelque chose dans le cerveau des autres. Et ça va imposer des respects. Mouna a parlé du droit. Oui, nous devons connaître nos droits. Généralement, quand on immigre dans ce pays, on ne met pas, c'est-à-dire on focus seulement peut-être aller gagner les dollars, qu'on passe à côté de beaucoup de choses. C'est important de connaître nos droits. Parce que quand tu ne connais pas tes droits, on fait de toi, on marche même sur toi. Moi, je vais prendre un exemple. Depuis que moi, je suis ici au Canada, le palais de justice de Longueuil me connaît. Pourquoi? Parce que je suis le genre de noir que quand je marche dans la rue, tu me dis, est-ce de noir? Moi, je ne passe pas dessus. Je ne prends pas cette pilule. J'appelle, on fait un constat, on nous donne un jour de cours et je dispose de mon temps pour aller au rendez-vous. Certains vont entendre ça et dire, oh, c'est une dame qui… Non, moi, je n'ai pas le temps à perdre. Je préfère prendre ce temps-là
2 pour aller minutes, chercher mon Madame argent. Mbambe, 2 minutes. Je préfère prendre ce temps pour aller chercher mon argent. Non, moi, je n'accepte pas parce que je connais mes droits. Je fais un effort à ce que les autres respectent mes droits. La dernière leçon ici, c'est quoi? Il est temps, nous les Africains, on aime trop penser à la mort. Quand quelqu'un meurt, là, c'est où tout le monde accourt. Mettons sur pied une structure pour les vivants. Une structure où, lorsque tu vas à l'hôpital, on sait exactement où tu te trouves parce que tu es membre de cette structure. Une structure où quand tu vas au palais de justice, tu as un problème. Tu peux aviser que moi, j'ai un problème, voilà, voilà. Si vous ne me voyez pas où ça tourne mal, tu as une structure sur laquelle t'appuyer. Je pense que si moi, par exemple, je vais à l'hôpital et chaque fois, peut-être j'ai un petit carnet, j'ai un petit truc où on sait que non. Quand on voit un malade qui sort son petit carnet là, ça veut dire qu'il y a le backup en arrière. Je pense qu'on va faire vraiment attention à nous. Versus quelqu'un qui va à l'hôpital, qui n'a que peut-être son fils de 14 ans, à qui elle dit bye, elle part. On sait qu'elle n'a personne. On peut faire d'elle tout ce qu'on veut. Donc, la leçon ici, c'est de pensons aux vivants. Le mouvement, c'est pensons aux vivants. Quand on est mort, on est mort. Le mouvement Pensons aux vivants, quand on est mort, on est mort. Je pense qu'on va en entendre parler dans quelques minutes. J'aimerais que M. Teff nous montre son contrôle du timing. Alors, c'est quoi la question? La question était tout à fait simple, les leçons à tirer de tout ça. Alors, les leçons à tirer, encore une fois, chez nous. Chez nous. Avant de regarder les autres, regardons-nous. Mireille était à l'hôpital, elle prend son téléphone, elle crie. Mais chez nous, Camerounais, on s'intéresse au voice qui se passe entre les gens devant le corps. C'est ça qui est plus important que le cri, que le testament que Mireille laisse. Mais les gens disent, oh, est-ce que tu as suivi le voice que machin? C'est plus important pour eux que le cri de détresse de la sœur. Première chose, ça veut dire que nous devons c'est Papa Canada qui le dit souvent, la loi de, c'est comment il dit souvent ça? La loi du d'abord. Ça veut dire, avant de voir si c'est vrai ou pas, tu cours d'abord secourir ta personne. C'est la loi du d'abord. C'est pour moi que j'ai fait la loi du d'abord. Est-ce que ce qu'on dit était vrai ou pas? Je suis d'abord allé parce que Mireille a pleuré. Donc ça, c'est de un, la loi du d'abord. La deuxième chose qu'il faut retenir, s'il y avait à dire autre chose là-dedans, je reviens toujours sur nous. C'est utile. Très, très utile. Merci beaucoup. Nous et la loi du d'abord. Alors, oui. Je vais laisser la parole à M. Wilfried et ensuite je reviendrai à Nestor. Pourquoi? Parce que ce sera la même question à M. Nestor, accompagné d'un adjoint. M. Wilfried. Déjà, je vais aller un peu dans le même sens que mes collègues. La première des choses que je veux souligner, c'est la communauté. La communauté, une communauté forte, c'est une communauté qui se fait respecter. Quelque chose s'est passé quand Mireille a été transférée à l'hôpital juif. Moi, je suis allé, j'ai été surpris de voir beaucoup de juifs monter, descendre. Pourquoi ils y vont? Parce qu'ils ont un hôpital où ils se sentent en confiance. Donc, la communauté, je reviens, avant même d'arriver là, je reviens sur le cas de Nina ou bien le cas de Mouna. Quand nous allons à l'hôpital et qu'on se sent seul et qu'on n'a pas une communauté derrière nous, c'est la même chose, on est faible, on est un maillon faible. Alors c'est difficile d'attaquer une communauté. Quand nous sommes dans une communauté, et pourquoi ne pas créer, comme Nina l'a dit tantôt, une application qui va nous permettre de savoir quand on est quelque part où on appuie sur un bouton, on sait où on est tous ici. Bon, ça c'est quelque chose pour moi qui est très important. Ça sont des leçons à tirer. Deuxième chose, travaillons ensemble pour avoir nos structures. Si nous avons nos structures à nous, on va plus se faire respecter, on va plus être écouté. Donc, TEF a aussi allé dans un même idée et travaillons sur nous, travaillons sur notre développement, faisons-nous, il faut que notre voix puisse se faire entendre et pour que notre voix puisse se faire entendre,
il faut que nous ayons des structures sur place qui vont nous faire parler fort. Merci beaucoup. Oui, ça revient toujours au point de solidarité, au point du travail vraiment concentré dans la communauté pour pouvoir faire une seule force, avoir une seule main. Maintenant, je vais laisser parler M. Nestor qui va répondre sûrement à cette même question. Cependant, j'aimerais aussi qu'en terminant sa réponse, qu'il mentionne ce groupe, puisque nous avons eu l'information et on aimerait en savoir plus sur ce groupe, sur cette idée qui part d'un groupe de 3 personnes. Parlez-nous juste de l'idée, s'il vous plaît, en répondant. Exactement. La leçon de cette situation, c'est un peu changer de système opérationnel. C'est-à-dire que passons des réactions et soyons proactifs. Voilà. C'est tout ce que je trouve utile comme leçon à tirer de cette situation parce que certains sont sortis, certains ont réagi et le corps est parti au Cameroun. Bon, maintenant, partant de là, nous pouvons être proactifs. Et c'est dans ce sens que nous nous sommes réunis, je pense, toi, moi et Joséphine, et nous avons créé ce qu'on appelle Mobilisation pour Vivant, MPV. Mobilisation pour Vivant, c'est un groupe qui se trouve dans Telegram. J'ai mis le lien sur la page où se trouve cette affiche. Ça peut accommoder 200 000 personnes pour le moment. En attendant de créer une application qui sera beaucoup plus large, nous pouvons commencer à inscrire les gens dans Mobilisation pour Vivant. Ceci pour permettre à ceux qui aimeraient une intervention externe, quand ils sont hospitalisés, de se signaler, de dire, OK, je vais dans tel hôpital, j'aurai besoin de votre advocacy, j'aurai besoin de X, Y, Z, vous mettez dans le groupe et le groupe prendra soin de cela. Ce n'est pas compliqué. Et ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'évoluer de manière structurelle et précis. Et ceux qui seront membres de Mobilisation pour Vivant sauront qu'ils ont désormais une famille. Et nous accepterons tout le monde, blanc, noir, pas seulement les Camerounais, parce qu'il s'agit pour nous de remettre entre les mains des uns et des autres leur humanisme. Il s'agit pour nous de créer des conditions d'équilibre psychologique afin que tous ceux qui sont membres de Mobilisation pour Vivant, qu'ils sachent qu'ils ont une famille qui va intervenir si jamais ils sont abusés dans un hôpital, une famille qui va intervenir si jamais ils sont interpellés dans une cellule. Pour rien. C'est tout. Voilà le début de solution. Le groupe est déjà créé, c'est déjà sur Telegram, et tout ce que les gens ont à faire, c'est s'ajouter, et quand ils vont s'hospitaliser, ils mettent seulement les informations. C'est tout. Telegram. Pourquoi Telegram? Parce que ça peut accommoder jusqu'à 200 000 personnes. 200 000. Merci bien. Ce qu'on retient de votre intervention, c'est que l'une des solutions est déjà en cours avec Mobilisation pour Vivant. C'est un groupe qui accepte le monde entier à travers le monde entier et qui permet bien sûr aux personnes qui font partie de ce groupe, une fois qu'ils sont dans une situation, que ce groupe international puisse trouver des solutions rapidement. Alors, je vais pouvoir aborder presque la dernière question. Je lance une question ouverte. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé pendant tout cet événement, toute cette tragédie, toutes les 3 semaines et plus dans ce code, Mireille, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, chacun d'entre vous? Moi, je vais commencer. OK. Bien que c'est pas une forte communauté qui s'est mobilisée, je l'ai dit au début de l'émission, nous avons été touchés par la communauté. Nous avons été touchés par le peu de personnes qui se sont mobilisées. Tef a dit quelque chose tantôt qui a failli me briser le cœur. Et il y a une vidéo audio qui a circulé. Je veux pas revenir dans les circonstances, comment cette vidéo s'est retrouvée là-bas. Mais dans les bilans. Mais quelqu'un m'a appelé pour me dire, je ne vais pas à la marche parce que elle était déjà malade, elle était ici. Ça m'a fendu le cœur. J'ai pris quelques minutes pour expliquer à cette personne, est-ce que tu as compris la cause? Est-ce que tu as compris ce que signifie justice? J'ai pris quelques minutes pour expliquer à cette personne. Donc,
franchement, moi, ce qui m'a marqué, c'est la mobilisation. Ça nous a touchés. Et je vais simplement appeler sur ce plateau, nous sommes une communauté et nous devons rester soudés. Et nous avons vu, je parle en tant que membre de la famille, nous nous sommes sentis en confiance. Nous nous sommes sentis aimés par des gens. On a vu des gens qui portaient notre voix à l'extérieur. Ça nous est venu nous toucher. Et j'imagine d'autres familles qui sont dans la même détresse, en leur apportant secours, ce même secours, ce que eux ils vont ressentir. Moi, je porte haut la voix maintenant, ce que nous avons ressenti, et j'imagine ce que d'autres personnes vont ressentir. Donc, je voulais vraiment encore dire merci à toute la communauté, à toutes les personnes qui ont agi de proche ou de loin, à toutes les personnes qui ont contribué même de leur argent pour que cette cause-là soit entendue. Moi, c'est personnellement, en tant que membre de la famille, c'est ce qui nous a marqué. Merci beaucoup. Avant qu'une autre personne ne prenne la parole, Monsieur Wilfried, est-ce que le GoFundMe est encore ouvert vu que le corps et la dépouille est encore en cours de route pour le village? Est-ce que s'il y en a qui aujourd'hui prennent le bateau en marche et voudraient contribuer, est-ce qu'il y a encore moyen? Oui, le GoFundMe est toujours ouvert. Nous avons tenu à ce qu'il reste ouvert parce qu'il y a d'autres personnes qui nous l'ont demandé d'abord le laisser ouvert. Il est toujours ouvert pour le moment. Merci. Je peux juste compléter quelque chose sur le GoFundMe parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, je communiquais encore sur ça dans un live. Quand nous ouvrons GoFundMe, ça quitte d'une période à une autre. Alors, il est important de comprendre que notre objectif était de 50 000 $ et nous n'avons pas encore atteint ces objectifs. Et jusqu'à présent, je pense que le besoin est encore. Parce que le deuil n'est pas terminé. Oui, on a pu faire quitter Mireille du Canada vers le Cameroun, mais en tant qu'Africain, on sait très bien comment ça se passe. Le plus gros, c'est encore au Cameroun. Alors, si je peux me permettre de dire quelque chose ici à Mondovision, je continue à implorer ceux qui n'ont pas encore cotisé dans le GoFundMe de continuer à mettre afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Oui, la famille a encore besoin et la famille aura toujours besoin parce que Mireille laisse une maison parce qu'elle sort de chez elle, elle ne sait pas qu'elle ne va plus jamais revenir. Et on s'entend très bien au Canada que quand tu signes le bail, tu as signé le bail. Mireille laisse 3 enfants. Mireille laisse une maman qui est contrôlable. Mireille laisse des frères et des sœurs. Alors, par ma modeste voix, je continue à implorer les uns et les autres de continuer à mettre dans le GoFundMe. Et si possible, Florent, s'il te plaît, le lien, c'est important que le lien figure dans cette émission. Oui, je pense que ouais, on va mettre le lien dans l'émission, mais s'il y a quelqu'un qui a le lien pendant qu'on se parle, je remercie tous ceux qui nous suivent jusqu'à présent et je remercie aussi Christiane Ndingue qui a intervenu en écrivant en commentaire et tous ceux qui sont là et que je vois, je ne peux pas citer tout le monde, vous êtes nombreux et nombreuses. On vous remercie beaucoup à travers le monde de nous suivre et bien sûr de prendre ce temps pour Mireille, car on parle, mais Mireille est aussi là avec nous. Alors, qui veut prendre la parole? Moi, je voulais juste souligner, c'est peut-être pas en réponse à la question, mais par rapport encore au GoFundMe, n'oublions pas que on ne sait pas encore l'avenir des choses, mais on peut prétendre qu'il y aura matière à recourir à des avocats. Donc, le GoFundMe aussi va servir à ça. Donc, parce que moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me disaient, bon, ben là, elle est morte, le corps est parti, on n'a plus besoin d'argent, tout est fait. Mais il y a une suite. Au-delà même de la famille, comme j'ai dit, c'est une ouverture, c'est une porte qui vient de s'ouvrir, mais la famille aura besoin également de soutien par rapport aux finances juridiques. Parfait. Alors, on a encore 3 minutes. On passe au dernier mot. Je vous donne 30 secondes chacun pour le dernier mot. Et le message fort, que ce soit au public, que ce soit à la communauté, au pays ou au gouvernement. Un dernier mot en quelques secondes, s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes avant qu'on puisse conclure, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre la parole. C'est juste
Moins d'une minute. Mon Quelques dernier secondes. mot, c'est justice pour Mireille. Santé pour tous. Je Merci. vous remercie. Merci infiniment. Moi, je dirais solidarité, solidarité et solidarité. Connaissons nos droits, mais restons ensemble. Merci beaucoup. Monsieur Nestor? Je dirais, soyons proactifs, c'est la meilleure prudence. N'attendons pas toujours que ça arrive pour commencer à tempêter. Organisons-nous, ils sauront que nous existons et ils vont minimiser le vampirisme. Merci. Monsieur Tef Chaleur. Le RPN existe et c'est très important. C'est très, très important. Le RPN existe. Il faut penser aux gens que vous laissez. Parce que quand vous partez, vous êtes parti. Mais ce qui reste, c'est une grosse charge. Nous sommes à 12 000 kilomètres de chez nous. Alors, pour adoucir, pour aider, comme cette famille qui est restée en... Elle, peut-être, M. Wilfried parle, il est solide là, mais il a été secoué. Ouais, Tu es secoué de perdre un être cher. Tu es secoué de commencer à dire go find me, whatever they said here. You know, retour au pays, c'est très, très important. Parce que, enfin, on est en live là, il y a des choses que je ne dois pas dire, mais je suis personnellement très, très en colère pour ça. Retour au pays existe. C'est pas pour les fous, c'est pas pour des malades, c'est pour nous. Et même si vous voulez être enterré ici, c'est important d'avoir ça. Merci. Merci beaucoup. Ben, mon dernier mot, ce ne serait qu'un mot de remerciement. Je vais encore dire merci. On ne cessera de dire merci suffisamment. Je vais encore dire merci à toute la communauté, à tout le groupe, toutes les personnes qui étaient dans le groupe Justice pour Mireille, le groupe de coordination et toutes les personnes qui ont, je vais dire, participé physiquement, œuvré, donné de tout leur temps. Chaque jour, on avait des prières. Il y a un pasteur qui s'est mobilisé, pasteur Ernest, chaque soir pour 30 minutes de prière. Donc, je voudrais vraiment dire merci à toute la communauté, tous ceux qui ont dépensé ou donné aussi de leur argent pour le GoFundMe. Ça nous a beaucoup touché. Et pour chaque individu, nous voulons minimiser personne. Nous voulons vraiment, au nom de la famille, vous dire merci. Et sachez que vous avez touché le cœur et vous avez soutenu une famille en détresse. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je pense que tout le monde a dit son dernier mot. Nina n'a rien dit. Hein. Elle Nina est n'a là. encore rien dit. La force tranquille. On est à la fin de notre émission. On est à 30, Nina. Quelques secondes. Je voulais juste dire, soudons-nous et prenons des actions. N'attendons pas seulement que le coroner agisse, que le gouvernement agisse. Soutenons-nous et suivons le mouvement du PDG et de Nestor pour pouvoir vraiment renforcer et voir dans quelle mesure on peut défendre nos droits. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, merci infiniment pour le temps que vous avez pris. Merci pour l'écoute active dont vous avez fait montre aujourd'hui. Merci pour ce que vous avez fait de loin, de près. Merci pour, bien sûr, cette pensée, la pensée que vous avez eue pour Mireille. Si vous n'aviez pas eu cette pensée, vous ne serez pas là en train de nous écouter. Merci pour tout. Au nom de la famille et au nom de tous ceux qui ont contribué à la réussite, bien sûr, de la mise en place du système, du processus pour accompagner Mireille au Cameroun, merci infiniment. Le code Mireille, je dis bien le code Mireille, comme je l'ai dit au début, le code Mireille, ce n'est pas un code pour une fille, une femme, une personne. Ce n'est pas un code pour juste une communauté, c'est un code général. C'est un code neutre. Le code Mireille, ça nous concerne tous. Ça pouvait être vous, ça pouvait être nous. Aujourd'hui, Mireille, peut-être demain, c'est vous. Si nous ne réagissons pas aujourd'hui, attendons-nous que quelqu'un réagisse pour nous demain. Je ne suis pas certain. Faisons ce que nous avons à faire sans pour autant regarder les raisons et les causes. Faisons ce que le cœur nous demande de faire. Le code Mireille nous interpelle aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est très important de laisser parler notre humanisme, de laisser parler notre cœur,
de nous sentir dans le corps d'une autre personne. Mireille était là, elle est partie, et nous sommes là aujourd'hui, encore là, et nous pensons à elle. Elle laisse des enfants, elle laisse une famille qui ont besoin de notre aide. Dans la vie, essayons de construire, essayons d'apporter notre pierre à l'édifice, essayons d'accompagner ceux qui ont besoin de nous, parce qu'à travers eux, c'est nous qui avons besoin d'eux. Rendons-nous utiles en aidant les autres. Aujourd'hui, c'est Mireille, comme je le dis, le corps de Mireille, et demain, ce sera peut-être vous. Dites-vous bien que nous serons là. Alors aujourd'hui, soyons là pour Mireille. Je remercie infiniment tous les panélistes qui ont pris le temps depuis que cette situation a commencé. Je vous remercie infiniment et j'ose espérer que tout va se passer très bien. Pour le moment, on n'a pas encore les résultats du coroner, mais la dépouille de notre sœur, amie, fille est en cours de route pour le Cameroun et j'ose croire que tout va très bien se passer. Je veux aussi remercier tous ceux qui ont médiatisé cette situation, ce cas, afin que ça devienne un cas international, mondial, planétaire. Merci infiniment à tous les médias. Et quant à nous, nous serons toujours là. Nous allons garder l'œil et les oreilles en tant que médias de la diversité et de la diaspora. Partout où vous avez besoin de nous, faites-nous signe et on viendra. Moi, c'était Florent Tchatchoua de Diaspora Interaction. J'ose espérer que cette petite rencontre vous a servi à quelque chose et que les leçons qui ont été tirées pourront vous aider. Et surtout, mobilisons-nous pour les vivants. À la famille de Mireille, nous ne vous oublierons jamais. Nous sommes ensemble avec vous. Et Mireille, repose en paix. Nous t'aimerons à jamais. Bonne soirée à tous et au plaisir de se revoir. Bye bye. Merci. 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 Au revoir. Bye bye. Bonne Bye soirée. bye. Bonne soirée.